Bienvenue sur ITV et bienvenue à l'émission spéciale consacrée aujourd'hui aux 100 ans d'Amadou Mahtar Mbow, un grand Africain qui a bataillé ferme pour que l'Afrique retrouve sa dignité à travers le monde. L'un des points essentiels de cette bataille, c'était le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Amadou Mahtar Mbow s'est battu pour que l'Afrique soit présente dans la communication, dans l'information. Aujourd'hui, plusieurs années après, on fête son centenaire aujourd'hui. On revient sur le NOMIC pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, et en quoi le NOMIC a été important dans les batailles de contrôle de la communication en Afrique. Beaucoup de groupes de presse en Afrique sont nés justement à partir de cette idée d'Amadou Mahtar Mbow, tel que le groupe Sud de Communication. Nous sommes avec Madame Safili, qui a été directrice des rédactions du groupe Sud Quotidien, qui a été aussi pendant 7 ans directrice de l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires à travers le monde. Pendant 7 ans, elle a dirigé cette organisation. Nous sommes aussi avec le professeur Daouda Ndiaye, qui est spécialiste des sciences de l'éducation, qui est juriste. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Safili, beaucoup de temps a coulé après le NOMIC. Et si on fait un point aujourd'hui sur cette idée qu'avait développée Amadou Mahtar Mbow, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonjour, merci Alsan, et bonjour à tous les auditeurs. Très content d'être ici pour célébrer d'abord évidemment notre doyen Amadou Mahtar Mbow. Moi personnellement, j'ai eu la chance de le connaître enfant, d'avoir passé du temps avec lui et de savoir à quel point déjà en interne, ce plan familial, il est un modèle. Et à travers la planète aujourd'hui, on le sait, ça a été dit et redit, ça va être redit. Donc j'en profite pour le saluer, souhaiter joyeux anniversaire et souhaiter donc son travail puisse être perpétué. NOMIC a 40 ans, plus qu'une génération. Absolument. On a du recul pour regarder. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce que moi je retiens, c'est que d'abord c'était une très grande idée. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire retiendra ou ne retiendra pas, je ne sais pas, qu'au départ, les Américains eux-mêmes étaient à l'origine, parmi les originateurs de cette idée, lors de la conférence de Nairobi, qui avait lancé cette idée-là et qui l'avait confiée donc à Sean McBride, qui a produit le rapport. Et donc c'était une très grande idée, très visionnaire. 40 ans après, elle est plus d'actualité que jamais. En fait, c'est un programme perpétuel pour encore certainement des siècles. Il y a des choses qui ont été acquises. Aujourd'hui, nous sommes ici à iRadio pour parler. C'est des suites de cette grande bataille, de cette grande victoire. Mais aujourd'hui, il y a également beaucoup de recul, ou alors il y a des choses qui ont avancé beaucoup plus vite que les efforts qui sont nés du NOMIC. Daouda Ndiaye, le NOMIC. Oui, je tiens d'abord à souhaiter bon anniversaire au doyen Amadou Mahtar Mbow. Je vous remercie aussi de m'avoir permis de témoigner parce que je suis quelqu'un aussi qui est très proche de la famille. J'ai eu des moments de confidence avec le professeur Amadou Mahtar Mbow. Je l'ai beaucoup approché et aujourd'hui nous fêtons un homme de consensus, un grand homme, un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Le NOMIC est né dans une période très difficile de guerre froide, de confrontation entre le bloc de l'Ouest et donc le bloc de l'Est. Et quand le NOMIC a été lancé, il s'est agi de travailler sur un équilibre de l'information, la circulation de l'information, un équilibre de l'information. Amadou Mahtar Mbow est un homme juste. C'est un homme qui est beaucoup imprégné des valeurs d'équité. Et quand on voit l'histoire de l'UNESCO, c'est un pays, une voix. Donc on ne pouvait pas rêver pareille instance. C'est vraiment l'arène idéale pour permettre aux pays en voie de développement et aux pays non alignés de pouvoir peser sur l'échiquier international. N'oublions pas que dans le groupe des 77, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, il y a une querelle de préséance. Mais Amadou Mahtar Mbow était la personne idéale parce que c'est le premier Africain à occuper un poste de responsabilité de haut niveau dans une organisation, dans un organisme spécialisé des Nations Unies. Et le choix a été très judicieux sur le NOMIC parce que Amadou Mahtar Mbow s'est appuyé sur de très fortes personnalités
16 membres donc de la commission MacBride, à commencer par Sean MacBride, qui est le fondateur de Amnesty International. Sean MacBride a été le prix Nobel de la paix en 1974. Il a été prix Lénine pour la paix, la plus haute distinction en Russie, en 1977. Donc c'est une personne qui a un background qui lui permettait de pouvoir regrouper les gens. Et quand on voit, par exemple, dans les experts, on peut citer, par exemple, Hubert Beuve-Méry, qui est le fondateur du journal Le Monde. On pouvait aussi, c'est important de faire cet historique, on pouvait aussi citer Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Absolument. Nous fêtons les 100 ans. Et Gabriel Garcia Marquez a été prix Nobel de littérature 2 ans après le lancement du Nomic. Donc, le travail qui a été fait par Amadou Mahtar Mbow n'a pas été facile. Dans la mesure où l'UNESCO a été transformé en lieu de confrontation idéologique, les pays de l'Est, les pays occidentaux, et les Américains étaient très fâchés. Les Américains n'étaient pas du tout contents. Donc, ce qui a valu d'ailleurs, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO quelques années après, parce qu'il y a un combat idéologique qui s'est tenu dans cette enceinte. N'oublions pas que 1980, c'est Ronald Reagan qui arrive à la tête des États-Unis. N'oublions pas aussi que c'est Margaret Thatcher qui est donc la première femme de personnalité en avant au niveau de la Grande-Bretagne. Et donc, dans ce combat idéologique, nous voyons aussi les riches qui ne voulaient pas changer les règles du jeu. Parce qu'un équilibre de l'information tenu par des adversaires idéologiques tels que les pays non alignés a montré que, par exemple, c'était difficile pour le président Amadou Mahtar Mbow de faire prospérer le Nomic. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est qu'il a eu la subtilité de faire jouer le programme international d'études sur la communication, donc le PIDC, au niveau de l'UNESCO. Et le PIDC s'est appuyé sur la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Le PIDC, c'est sur l'acte fondateur de l'UNESCO de 1946, le pacte de 1966 aussi sur les droits civiques et politiques. Et donc, il y avait un argument, une somme d'arguments qui pouvait permettre au doyen Amadou Mahtar Mbow de pouvoir faire passer son message. Mais le Nomic, en fait, a été contesté et controversé. Et donc, tout simplement parce que les pays occidentaux, comme les États-Unis, avaient déjà développé une technologie qui ne permettait pas aux États-Unis ou d'autres pays d'être réduits à un monde beaucoup plus juste et équitable. L'égale dignité des pays à l'accès à l'information ne pouvait pas prospérer, ne pouvait pas donner les fruits escomptés par le président Amadou Mahtar Mbow, tout simplement parce que les Américains avaient mis en avant non pas l'intérêt général, mais l'intérêt donc particulier, la recherche de profit économique. Donc il y a eu des intérêts économiques qui ont été en jeu. Et donc aujourd'hui, l'histoire donne raison à Amadou Mahtar Mbow. Absolument. Oui, Safi, par rapport à justement cette histoire bien précise, qui donne raison à Amadou Mahtar Mbow. Absolument. Il a raison et il va continuer d'avoir raison pendant des siècles encore. Mais je voudrais juste insister sur le contexte géopolitique dans lequel donc, le Nomic a émergé. En fait, il y avait à ce moment-là, dans les années 70, déjà une pleine conscience par certains, y compris dans le Nord, qu'il y avait des déséquilibres économiques qui étaient en train de devenir insupportables et qui amenaient le monde vers le mur. Et donc, c'est dans le cadre de cet effort-là qu'il y a eu des discussions et que les gens ont regardé les différents secteurs. Ils ont vu le secteur de l'information. Et donc, ils ont dit, mais l'information, il y a un problème également. Or, on sait que l'information et la communication sont un des leviers de l'économie, secteur et levier de l'économie. Et c'est à la conférence de Nairobi que
y compris les Américains qui ensuite, bien évidemment, ont retourné leur veste quand ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas un jeu à leur avantage. Ils ont dit, oui, il faut faire voilà, une évaluation de voilà, l'information, la communication, l'équilibre, le journalisme comme droit de l'homme, etc. En voyant l'information justement sous le prisme du pacte des droits civiques plutôt que les autres considérations économiques et sociales, et en ne faisant pas le lien. Or, le développement déséquilibré de l'information, de la communication dans le Nord avait un impact économique terrible sur le reste de la planète, les pays pauvres, et particulièrement sur les modèles économiques et culturels. Juste donner un exemple très concret. Pendant des années, les jeunes ont vu des informations, des concerts, des films qui montraient des modèles de l'américain et occidentaux et de l'américain qui voulait être habillé d'une certaine manière. Pourquoi le jean s'est autant démocratisé à travers le monde? C'est parce que le jean était très américain, c'était le profil d'Amérique. Toute une culture qui est véhiculée et qui sous-tendait ensuite le commerce de cette culture, le vêtement, le film, etc., etc. Et donc toute l'économie venait avec. Et donc quand à un moment donné, donc Sean McBride, à qui évidemment on donnait toutes les vertus d'équilibre, a finalement fait un travail très honnête et révolutionnaire, de vérité. Rien n'est plus révolutionnaire que la vérité, comme on le sait, comme disent les marxistes. À ce moment-là, les Américains se sont rendus compte que finalement cette affaire-là ne les arrangeait plus, et là ils ont sorti les armes et ils sont montés au créneau à la bataille. Et bon, dans cette bataille, est-ce que l'Afrique a pu tirer son épingle du jeu? Alors, l'Afrique, comme toutes les autres parties du monde, l'Asie, l'Amérique latine, est entrée dans la bataille. Certains, en tout cas, ont conquis certains des droits. Et là, bon, aujourd'hui, nous sommes devant les résultats. Il y a eu, ne serait-ce que sur le plan de l'accès à l'information, la démocratisation de l'information et de la communication, aujourd'hui, nous sommes devant des faits. Après, est-ce que la bataille se limite juste à la question du nombre? Non, certainement non. Il reste encore du travail à faire. Sur les contenus? Sur les contenus, alors, il y a eu un effort qui a été fait, mais qui a été extrêmement insuffisant parce que les moyens n'y étaient pas. C'est des questions économiques. Produire du contenu, ça coûte beaucoup plus cher que simplement acquérir la technologie. Ça coûte cher en moyens, ça coûte cher en niveau d'éducation. Et d'ailleurs, le NOMIC, le rapport McBride, il a fait le point de la question de l'accès à l'information, aux technologies de la communication, mais pas seulement ça, sur les questions linguistiques, le déséquilibre des questions linguistiques, des questions de l'alphabétisation, de niveau, etc., etc. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui se retrouvent dans le NOMIC. Le NOMIC, c'est la communication, c'est autant les canaux que les contenus. Or, les contenus, c'est toute la bataille du développement et du sous-développement qui faisait que le déséquilibre était patent. Et malheureusement, pour répondre à votre question, Alsan, les pays sous-développés, l'Afrique et d'autres, malheureusement, n'ont pas donné une véritable priorité à la question de la production des contenus. Peut-être que les moyens étaient difficiles à acquérir, mais là a été une bataille ratée. Oui, justement, cette question elle est bien importante dans cette bataille de contenus en Afrique. Le constat qu'on a fait, c'est que l'Afrique est inondée par des satellites, par des télévisions étrangères qui viennent, qui changent pratiquement la culture. Aujourd'hui, nos enfants sont devant une télévision, ils regardent plus ce qu'on offre de l'extérieur. Et nous, en interne, on n'arrive pas à donner à nos enfants ce qu'on produit nous-mêmes, notre propre culture. C'est un échec de l'Afrique. Oui. Et en fait, la question a été posée par un membre de la commission McBride, donc Gabriel Garcia Marquez, que j'ai cité tout à l'heure, qui parlait parce qu'il y avait une idée de plan Marshall pour doter les pays en voie de développement de technologie. Alors, la position de Garcia Marquez, c'était de dire ce plan Marshall n'arrange pas l'Afrique. Parce qu'à travers le transfert de technologie, ils vont imposer des modèles culturels et ils vont parler au nom des peuples qu'ils ne sont pas censés représenter. Et donc, c'est un travail qui est important. Aujourd'hui, par exemple, quand on revoit le combat de Amadou Mahtar Mbow, ce combat est plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la siliconisation du monde. C'est-à-dire qu'en 2017, le Danemark est allé ouvrir une représentation diplomatique
à la Silicon Valley en s'adressant aux GAFA. Et donc, c'est extraordinaire que, par exemple, aujourd'hui, les États ont perdu du champ. Parce que nous, on a vécu jusque-là dans des États où on vous dit que l'État est souverain. L'État a un pouvoir suprême de commandement sur l'effectivité du territoire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous échappe dans ce libéralisme numérique à outrance. Cette siliconisation du monde se vit à travers un déséquilibre. D'abord, par exemple, la déclaration d'indépendance du cyberespace, le 8 février 1996. Donc, Barlow avait fait une déclaration d'indépendance pour dire aux pays industriels, il s'adressait aux pays industriels, il leur dit que vous n'êtes pas les bienvenus dans notre monde. Moi, je viens du cyberespace et mon domicile, c'est l'esprit. Donc, il y a une forme de colonisation. Parce que l'Europe a beaucoup souffert de ce déséquilibre aussi. Et l'Europe, à un moment, a été... En fait, il y a des rapports qui considèrent l'Europe comme une colonie, donc comme une colonie de la Silicon Valley. Et donc, nous considérons en Afrique comme une colonie de la colonie. Puisque nous avons été colonisés par l'Europe, nous sommes une colonie de la colonie à travers la siliconisation. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une déstructuration. Toutes les fonctions régaliennes qui ont été reconnues aux États ont été perdues. Absolument. Parce que quand on fait le Bitcoin, quand Internet frappe de la monnaie, quand par exemple Facebook est en train de travailler sur le GEM, avant c'était Libra, et donc quand on voit tous ces attributs de l'État qui sont en train de nous échapper, on est dans une forme de géopolitique du chaos, pour reprendre ce livre de Serge Halimi. Donc une sorte de géopolitique du chaos qui n'arrange pas du tout l'Afrique. Oui, alors chaos, moi personnellement j'en prends et j'en laisse. Il y en a qui tirent leur épingle du chaos. Parce que si je suis totalement d'accord avec vous. Et si je reviens au Nomic et ce qu'il prônait, essayer de mettre en place, parce que c'était un programme. On l'a dit, d'abord c'était les enjeux économiques, le déséquilibre économique, et dans ces dimensions information-communication. Et je voudrais retenir deux dimensions du programme du Comic. Un, c'était la question de la diversité culturelle de l'information. Et un autre, c'était la question de la redevabilité devant l'information, de ceux qui produisent l'information et la diffusent. Et aujourd'hui, si on ramène ça donc au GAFA, qui est notre sujet, alors, sur le plan de la diversité, on a... en 40 ans, il y a eu des vraies conquêtes. Aujourd'hui, les radios communautaires sont là. Aujourd'hui, les millions de sites d'information, etc., etc. Mais cette diversité, après avoir connu toute une croissance, ils sont en train d'être récupérés et complètement contrôlés en termes d'hébergement et autres considérations très concrètes par ces GAFA. Et donc, en termes de gouvernance, ça pose un vrai problème. D'ailleurs, là on parle, il y a un débat aux États-Unis, au Congrès américain, où les responsables des GAFA ont été convoqués, Mark Zuckerberg et celui qui gère Twitter, pour leur dire, écoutez, il faut qu'on contrôle ce que vous diffusez. Ils ont dit non, c'est contraire à la législation de liberté aux États-Unis. Alors j'y viens. Mais je disais donc là, il y a la question de la diversité qui s'est battue, les gens se sont battus après le Nomic pour conquérir plus de diversité. Il y a eu des vrais acquis, il y a eu des vraies réussites. Mais aujourd'hui, c'est à nouveau totalement menacé et gravement parce qu'aujourd'hui, les moyens sont tels que c'est difficile de recontrôler ça. Mais on va y arriver. Mais il y a eu également la question de la redevabilité parce que le Nomic, je pense, a quand même considéré divers aspects. Et si vous vous souvenez, dans les années 80-90, vous l'avez dit, Sud Communication est né de ça, mais beaucoup d'autres choses. Et à ce moment-là, il y avait quand même tout un discours sur les États également qui devaient balayer devant leur propre porte les gouvernants dans nos pays en parlant de démocratisation de la communication et de l'information dans chacun des pays. Et d'où, à l'intérieur des pays, se posait la question de la redevabilité des gouvernants et de tous ceux qui diffusaient. Il y a eu tout un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, on en arrive à des questions d'autorégulation. Donc, il y a eu des progrès. Aujourd'hui, on retombe
dans un problème de gouvernance et de redevabilité, qui est exactement ce que vous disiez, M. Ndiaye. Aujourd'hui, il y a un contrôle, vous le disiez Alassane, un contrôle de l'information par ces GAFA. Et au fond, ce que le NOMIC nous a montré et que nous devons faire aujourd'hui, c'est retrouver les moyens de reconquérir, la diversité, deux, la redevabilité de ceux qui doivent. Et au fond, c'est pas si compliqué que ça. C'est des gros agendas, mais moi je vois deux grands axes de travail. L'un, c'est que justement ces GAFA qui sont en train de rephagocyter, comme c'était le cas il y a 40 ans, à l'écran, ils sont en train de rephagocyter l'information, les moyens de communication, les contenus, les modèles. Il faut diminuer la concentration, il faut la briser, et les monopoles doivent cesser. Et au fond, c'est ce que le Congrès américain est en train d'essayer de faire sur la base de lois anciennes qui est, encore une fois, dans le cadre économique. Alors donc c'est ça, donc c'est la concentration des médias à laquelle il faut s'attaquer. Et enfin, il faut renforcer les petits qui avaient émergé et qui en ce moment souffrent à essayer de survivre et à produire du contenu dans leur langue, sur les réalités, mais qui se font complètement rattraper par des problèmes économiques, par des problèmes de contrôle. Ils sont tous contrôlés par des GAFA en termes d'hébergement et autres. Donc voilà, donc au fond, on se retrouve devant le NOMIC à nouveau, mais avec les mêmes problèmes de concentration. L'un des rares pays d'ailleurs à faire face à cette puissance des GAFA, c'est la Chine, qui a créé sa propre application. Et l'Afrique dans tout ça, où est les GAFA africains? En fait, moi, je suis très d'accord avec Mme Safi quand elle dit qu'aujourd'hui, il faut se réorganiser, essayer d'endiguer donc, cette superpuissance des GAFA. Donc ça, on peut le faire au niveau interne, mais ce qui parfois, le côté pessimiste pour l'Afrique, parfois, c'est qu'on est toujours content d'être sous la coupole des États-Unis ou de la Chine. Il faut que les Africains arrêtent d'être sous l'emprise d'un tel ou tel. On est mieux avec les Chinois qu'avec les Américains. Ils ne sont qu'un autre GAFA, pardon. Ouais, ils n'ont qu'à créer un autre GAFA et essayer de travailler ensemble. Parce que mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que les Américains viennent chercher comment on appelle ça, la musique africaine aujourd'hui. Le Nigeria, le Beyoncé se mettent à la mode africaine pour donner un contenu aux télévisions américaines dans tout ça. Oui, mais ce travail-là, c'est un travail culturel. En fait, c'est par la culture, par les nouvelles technologies de l'information, comme l'avait dit Safi au début, l'époque de Woodstock a inondé nos marchés de jeans. Aujourd'hui, c'est le Vax dont on nous parle. La musique du Nigeria. La musique du Nigeria, etc. Donc c'est ce dont on nous parle. Mais il faut que nous, Africains, que nous soyons conscients d'une chose. La culture, l'industrie culturelle, c'est une réalité. Il faut se battre pour avoir une certaine autonomie. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, il faut qu'on ait quelque chose à les vendre. Oui. Aujourd'hui, les gens travaillent sur l'intelligence artificielle. Et on a vu la rapidité avec laquelle les vaccins ont été produits. De la 5G. Voilà, dans les temps records. Et donc, quand on voit, on nous parle de Sinopharma, on nous parle des Indiens, on nous parle de... etc. Mais qu'est-ce que l'Afrique a apporté? On se heurte à nouveau à la question des moyens. Oui. La question... Et les moyens ne sont pas que financiers. Ils sont lourdement financiers. Voilà, il y a d'autres moyens. Les moyens d'Africains sont... Savons-nous les identifier et les mobiliser? Oui. Oui, allez-y. Alassane, je voudrais rebondir sur un point que vous avez soulevé là. Comment, aujourd'hui, de manière assez cynique, l'industrie culturelle mondiale, dans les GAFA, reprennent les modèles culturels, y compris africains, par exemple le Vax. Bon, d'ailleurs, historiquement, on sait que le Vax ne vient pas d'Afrique, mais quand même, aujourd'hui, nous sommes, depuis très longtemps... Il y a les Dias Baïfal que les fabriquent. Voilà, très bien. Il y a les chaussures marocains. Tout à fait. Et donc, tout ce capital culturel que nous n'avons pas encore valorisé, encore une fois, parce qu'il n'y a peut-être pas une conscience suffisante, c'est de manière extrêmement cynique que c'est en train d'être récupéré. Et je voudrais partager avec vous une anecdote. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a travaillé en 2e cercle avec la commission McBride
Je l'ai rencontré vers la fin des années, au milieu des années 90. Et il m'a raconté une chose. Il m'a dit, vous savez, l'industrie musicale mondiale, elle est contrôlée par quelques grands... Sony, oui, voilà. Grands majors. Voilà. Et ils ont des modèles par lesquels ils formatent les goûts de toute la planète. Un morceau va passer sur quelques milliers de télévisions, radio, et tout le monde se met à fredonner ça. Et donc, voilà, ils construisent. Et stratégiquement, leur modèle économique est de contrôler 80% des goûts et des habitudes d'écoute musicale de toute la planète. Et c'est stratégiquement qu'ils ont décidé de ne pas contrôler les 20%. Et ces 20%-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en permanence essayer de trouver à travers la planète des originaux qui existent, des petits, voilà, la culture originale. Récemment, ce morceau fait par un groupe sud-africain qui a fait un carton mondial. Voilà. Alors, et là, ça leur permet de réinjecter, exactement, ça leur permet de réinjecter ça dans les 80%. Voici comment ils entretiennent de manière très intelligente leur industrie, mais également très cynique pour les 20%. Où ils vont puiser ça sans évidemment ni leur donner les moyens, ni leur donner une chance de se développer. C'est vrai de la musique, mais c'est vrai également des modèles vestimentaires dont vous parliez à l'instant. Et du cinéma aussi. Et du cinéma, exactement. Tout ça, c'est l'industrie culturelle et c'est très lié. Et donc, la question est-ce qu'à un moment donné, il y aura une capacité de prise de conscience et de valorisation et surtout de montée de joindre les efforts. Parce qu'au fond, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'initiatives. Et l'image que j'ai souvent en tête, je termine là-dessus, en tout cas pour le moment, c'est que depuis 25 ans que les GAFA existent à peu près, et le Nomic a 40 ans, mais en 25 ans, les GAFA ont galopé tellement vite, à une vitesse exponentielle, qui a fait que les milliers de charrettes de la diversité qui s'étaient construites de peine et de misère, finalement, n'arrivent pas à les rattraper. Et au fond, comment est-ce qu'on va gagner de la force et de la vitesse avec cette foultitude, cette multitude de petites charrettes de la diversité à travers le monde? C'est ça la réflexion. Et ce qu'il faut, c'est remettre au goût du monde le Nomic, qui était un programme mondial et qui a donné la force que les petits se joignent. Et la marque, l'Association mondiale des radios communautaires, c'était ça. Et les succès ont été réels. Alors, c'est possible, il faut y croire. Ce sont des batailles, mais il faut y croire. Ouais. Mais fondamentalement, si on regarde aujourd'hui au Sénégal, sur le plan de cas du Sénégal, on a constaté que les médias étrangers ont des programmes bien précis. Les langues nationales, avec RFI, France 24, qui fait une chaîne qui s'appelle aujourd'hui, qui fait un peu de Wolof, Canal, qui fait de Souniouf. C'est pas innocent. Oui, ça entre dans la bataille fondamentale. Oui, le contrôle de la communication sénégalaise. Et le constat qu'on a fait, nous, c'est depuis que le Sénégal est devenu gazier et pétrolier, on a l'impression d'une chasse à meute pour venir s'installer, accompagner des entreprises françaises pour s'asseoir sur l'économie sénégalaise. Ça, c'est les conséquences de la non-prise en charge du MONUC. Oui. Je suis souvent tenté de dire, ici, on écoutait Amadou Mahtar Mbow. En fait, le NOMIC, c'est un équilibre à la superpuissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA. Quand il y a une ruée, ce que je pourrais appeler la ruée vers l'or africain. Aujourd'hui, par exemple, on considère le big data comme le pétrole du 21e siècle. Et donc, ce n'est pas un acte de philanthropie que des pays du Nord viennent chez nous, qu'ils utilisent nos langues, parce que nos langues ont une vitalité. Nos langues, vous parlez le Pulaar du Cameroun au Tchad. Donc, le Wolof est une langue très vitale. Et donc, tant que ce peuple-là, donc je pense qu'au moment du Nomic, on aurait pu tenir ce discours, tant qu'un peuple parle la langue du vainqueur, une part, c'est une citation que je paraphrase, une part de libre est toujours là, avec toute sa vitalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont obligés de passer, parce que l'Afrique est un marché. C'est un marché, et donc l'avenir, c'est l'Afrique. Il y a un rapport du Sénat français et d'autres organisations internationales
qui se sont rendus compte qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est ici, c'est sur le continent. Et quand on vient... Est-ce que les Africains ont compris que l'avenir, c'est l'Afrique? Là, Est-ce qu'ils ont compris justement, comment faire pour éviter que l'avenir de l'Afrique appartienne aux autres? Non, mais le problème qui se pose, c'est qu'en Afrique, quand vous regardez dans la presse, on est très content d'avoir un grand centre de Google au Ghana, avec un Sénégalais qui s'en occupe. Et donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, on est assujetti à une forme de colonisation à laquelle on aspire. Exactement. On tient à ressembler à quelqu'un d'autre, on tient à aller dans le sillage qui nous a été tracé par les GAFA. Et donc, finalement, tout est décidé à notre place. Quand vous voyez les noms de domaine, par exemple, les noms de domaine sont gérés par une organisation privée américaine. Et donc, les Européens sont même dans une posture d'aller négocier avec eux pour plus de respect des données personnelles. Quand vous avez un nom de domaine, il est géré par une organisation privée. Quand vous êtes, par exemple, aujourd'hui, vous voyez que les GAFA sont en train d'orienter nos goûts, comme l'avait dit Madame Safili, nos goûts, nos orientations de lecture, tout est travaillé à partir de... Ils sont en train de travailler sur... C'est une sorte de fighting spirit. Ils sont en train de se J'aimerais battre. demander à Safi, est-ce qu'il y a une capacité de résistance par rapport à cette nouvelle philosophie de communication, d'accaparement des esprits en Afrique? La capacité, elle existe. Comment la alors organiser? déjà, je voudrais, pour y répondre, je vais revenir sur ce que vient de dire tout de suite Daouda Ndiaye. Et moi, malheureusement, j'utilise cette expression qui me déchire le cœur, mais je l'utilise quand même. Nous sommes devenus des martyrs consentants. Nous sommes des martyrs consentants et nous sommes fiers de dire que nous travaillons pour ceci, nous travaillons pour cela. Ah, un tel, tu te rends compte, il est le représentant directeur et on le pose en modèle. Nous avons un problème. Il y a une éducation politique à refaire. Il y a 40 ans, le NOMIC avait fait une éducation politique et ceux qui ont fondé les groupes médias qui existent dans ce pays aujourd'hui et qui comptent, ils ont été éduqués politiquement. Voilà, c'était la génération NOMIC. Et il y a cette éducation à refaire. Bon, ça fait qu'on a un petit retard. Mais oui, les moyens existent. Je dirais qu'il existe au moins deux moyens, pourvu que la volonté soit là, la volonté politique. Premièrement, quand même, nous avons beaucoup d'intellectuels. Ceux qui ont été la génération NOMIC, Daouda Ndiaye, moi-même, vous-même, nous tous, nous savons, nous sommes encore conscients et nous avons encore, Amadou Mahtar Mbow est encore là, machallah, dans la pleine capacité encore de nous dire des choses. Ceux qui étaient avec lui, ils sont là pour nous dire les choses. Et donc, la capacité de réflexion et de vision et de construction, elle est là. La génération d'après a une capacité de réflexion et de vision. Ce qu'il faut, c'est recréer des cercles de réflexion. Ça, c'est et la deuxième grande capacité, c'est le bassin de tous ceux qui sont, au fond, aujourd'hui... alors, c'est l'avantage de l'inconvénient. Ceux qui sont dans vraiment toutes les victimes du sous-développement et qui ne sont pas alphabétisés. À qui l'espoir du NOMIC avait promis le développement, l'accès à l'information, etc., etc., eh bien aujourd'hui, ceux-là sont les forces vives qui vont permettre d'organiser une résistance. Et je reviens à moi, ce qui a été le cœur de mon militantisme pendant des années, les radios communautaires, ceux qui produisent une information qui est encore libre, justement, de cette influence mondiale quotidienne. Eh bien, eux, il faut que nous voyons en eux, plutôt que de voir le directeur représentant de Google au Sénégal ou au Nigeria, de voir en eux les personnes qui sont les garants de notre avenir, les héros de notre avenir, de la bataille, des batailles à porter. Ce qu'on vient de dire à l'instant de RFI, alors RFI qui fait du poulard et d'autres, bon, j'avoue que ça me fait sourire et ça me laisse un sentiment extrêmement mitigé, voilà, pour dire le moins, parce que ça revient au modèle dont parlait ce monsieur, c'est le fameux 20% pour alimenter les 80%. Voilà, c'est ce qui reste encore, nos forces vives, la langue que nos communautés, nos villages préservent. On va puiser là-dedans. RFI va le prendre et il va diffuser, faire quelque chose de plus puissant avec parce qu'ils ont les moyens. Absolument. Alors que
ceux qui parlent la langue, qui la préservent, de peine et de misère, rien. Et mieux, il existe des entités, des organisations ici au Sénégal qui se battent depuis des années pour faire ce travail-là. Vous connaissez certainement ARED. Bien sûr. ARED. Mais on ne les écoute pas. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas de moyens pour On faire la politique. ne les écoute pas, on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne ni les moyens politiques, ni les moyens financiers. Les moyens financiers, ils les ont, qui leur viennent de l'étranger. ARED est soutenu par qui? Par l'UNESCO, qui n'a plus autant de moyens que ça. ARED est soutenu par RTI, ARED est soutenu par les Émirats arabes. Mais ça a des limites parce que la volonté politique chez nous n'y est pas. Et donc, ça fait que finalement, c'est la puissance de RFI qui fait partie du bras armé de la politique étrangère de la France, qui vont récupérer ça. Encore une fois, c'est venir puiser dans le 20% de production originale, de réalité sociologique intacte pour aller alimenter le 80% de leur économie mondiale. Mais face à ça, que doit-on faire ici en Afrique? Nous sommes en train de nous préparer à la ZECLA, à un grand marché africain. Il faudrait qu'on commence à penser aussi que dans ce marché aussi, il y a une bataille culturelle qu'il faut mener, qu'il faut préparer avec des alliances qui vont au-delà de nos appartenances linguistiques, parce que malheureusement l'Afrique est très fière parfois de cette citoyenneté d'empire, de francophones, lusophones, etc. Il faut qu'on essaie de dépasser ces barrières linguistiques, parce que quand vous êtes au Niger, vous êtes francophone, et quand vous passez au Nigeria, vous parlez Hausa dans les deux pays. Absolument. Et donc, il faut être conscient de ces aires géolinguistiques à partir du Swahili. Il y a des millions d'Africains avec lesquels vous pouvez travailler pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre en commun nos forces et peser sur l'échiquier mondial. Parce qu'aujourd'hui, si on ne pèse pas, on va être réduit à de simples consommateurs. Et donc, est-ce que ça va être facile dans un monde qui est frappé par la pandémie, qui a réduit pratiquement beaucoup d'économies solides pratiquement qui sont dans la rue et qui sont obligés aujourd'hui de s'accaparer des biens de l'Afrique pour s'en sortir? Il y a des puissances qui sont devenues aujourd'hui des puissances qui étaient 5e puissance mondiale, deviennent une puissance africaine aujourd'hui. Oui. Et le rapport du Sénat français est clair. L'Afrique, c'est notre avenir. Donc, allons piller l'Afrique. Oui. Avec la pandémie qui a encore augmenté le désarroi dans les pays du Nord. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une interdépendance des territoires. L'affaire est partie de Wuhan, en Chine, et donc ça fait tache d'huile jusque-là. Ce qu'on doit faire, nous, en Afrique, c'est de nous réorganiser, parce qu'il y a une nouvelle donne. En fait, ces géants aux pieds d'argile, on les a vus chanceler avec un ennemi sans uniforme, donc un virus qui se promène un peu partout. Et donc, dans l'hostilité du milieu, dans les difficultés, je suis convaincu, si le Japon n'a pas été bombardé à Hiroshima et Nagasaki, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette impulsion, cet instinct de survie d'aller un dépassement de soi. En se basant sur sa culture. Oui, l'hostilité du milieu, c'est la théorie de Arnold Toynbee en sciences politiques. L'hostilité du milieu est un stimuli pour la civilisation. Au moment où on n'avait plus de possibilité d'aller trouver des masques, nos tailleurs se sont réunis pour nous faire des masques. Nous devons arrêter d'aller importer des clous de Chine, des tonnes de clous de Chine, pendant que nous avons du fer au Sénégal oriental. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un regain d'intérêt à se mettre ensemble, à réfléchir Afrique. Mais est-ce que cette leçon, Safi, elle est comprise par les dirigeants africains? Qu'il faut se réorienter, se réorganiser par rapport aux nouvelles ambitions occidentales? Moi, je dirais très insuffisamment et certainement pas du tout sur le plan des enjeux de la culture et de l'information. Il y a cette espèce d'angle mort de cécité sur ce que représente le marché, malheureusement, de l'information et de la communication sur une autre planète, dans un autre monde idéal. L'information, la communication ne devrait pas être objet de commerce. Mais le monde est ainsi fait. C'est devenu objet de commerce et aujourd'hui, nous sommes même dans la société de l'information. C'est même l'information qui a le plus de valeur. Il y a cette... voilà, définitivement, nos gouvernants ne donnent pas assez de poids. Ils ne se penchent pas assez dessus. On l'entend sur les discours. C'est très peu présent.
Monsieur Ndiaye l'a dit tout de suite, Daoud Ndiaye, la ZLECA nous donne une opportunité. Il faudrait que ce soit mis à l'ordre du jour. Tant que ce n'est pas mis à l'ordre du jour, de la même manière que le NOMIC a été un ordre du jour, il faut comprendre l'importance de l'ordre du jour. Et enfin, autant je salue le travail de nos capitaines d'industrie très modernes, autant il est temps qu'on reconnaisse que les petits et les sans grades qui font justement qui ont produit les masques devant la menace de la pandémie, etc., les radios communautaires, je reviens toujours à elles, etc., ce sont ces sans grades-là qui sont les véritables soldats infatigables. Alors, moi, je veux croire que la bataille n'est jamais perdue, sinon allons habiter les cimetières. Mais le danger d'avoir les radios communautaires aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, le constat qu'on a fait, c'est que la plupart d'entre elles sont accaparées par des politiciens. Alors ça, bon, c'est un second sujet. Mais en réalité, bon, sans rentrer dans trop de détails, ne serait-ce qu'au Sénégal, la radio communautaire, au fond, pas toutes, hein, certaines sont phagocytées par les politiciens et d'autres, mais celles qui ont véritablement une mission communautaire. Elles sont regroupées, elles se sont dotées d'une charte pour dire voici notre mission et elles essaient de s'y tenir tant bien que mal. Je pense que ce n'est pas tant ça le problème que le fait que le cadre de gouvernance n'a pas de vision et de compréhension stratégique de qui elles sont et ce qu'elles peuvent apporter. Et on les enferme de manière absolument criminelle dans des législations qui les empêchent de faire de la politique, d'avoir de la publicité sur des modèles importés et totalement inappropriés. Mais sur le plan ne serait-ce que de la politique, expliquez-moi, messieurs, comment est-ce qu'on peut dire à une radio communautaire qui pendant 5 années est là à parler des problèmes quotidiens d'une communauté et qui est au fond un agenda très politique, mais dans le sens le plus noble du terme. Et on leur dit rien à ce moment-là, et paf, arrive une élection, arrive la campagne, brusquement on leur dit « Ah, vous n'avez plus le droit de parler de politique » et on les menace de les fermer. Et il y a un sérieux problème de gouvernance et d'incompréhension de leur rôle. Donc il y a un problème là, et tant qu'on ne leur donnera pas leur place, on n'ira pas très loin. Et sur ce point, je voulais terminer en disant, moi, pour avoir travaillé justement à la marque et donc au siège qui est à Montréal, au Canada, j'ai également pu voir d'un observateur, vraiment, j'étais aux premières loges pour voir comment fonctionne le modèle de la radio communautaire au Canada. Mais les radios communautaires canadiennes, elles ont été intégrées, après tout un plaidoyer certes, mais elles ont été intégrées dans les modèles de développement. Ça veut dire que quand les gouvernements, et surtout les gouvernements locaux, font leur programmation stratégique annuelle ou quinquennale, il y a une rubrique qui prévoit ce qui est confié comme projet, stratégie de développement aux radios communautaires en termes d'information, et également une rubrique budgétaire et pour leur permettre de faire le travail et de participer à la construction, participer à la construction communautaire et de développement de l'ensemble. J'aimerais que ça vienne ici, rien ne l'empêche, dans le cadre de la décentralisation, de l'acte 3, etc., etc. Est-ce qu'on peut intégrer ces forces-là à l'intérieur? Et là, voilà. Ce qui permettra de contrecarrer d'autres médias qui viennent de l'étranger. Voilà, moi je pense que l'existence des radios communautaires est vitale dans une démocratie. Parce que les radios communautaires, ce sont les relais sûrs d'une information fiable partant de la base. Vouloir les enfermer dans des corsets juridiques pour interdire de parler de politique, etc. Moi, je suis convaincu, sans être léniniste, que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et donc, il faudra travailler à la base pour aller vers le sommet. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir un pluralisme médiatique et donc, je pense que quand vous avez des envoyés spéciaux à Malem Odar, à je ne sais où, et donc, voilà, je pense qu'en dehors de vos envoyés spéciaux, vous avez aussi des personnes qui se réveillent le matin avec les mêmes personnes qui ne sont pas des envoyés spéciaux, qui vivent qui ont la température du milieu et qui sont capables de produire de l'information qui intéresse tout le monde. Parce que quand vous voyez un peu, par exemple, le français, quand vous avez les indicateurs de ceux qui parlent français au Sénégal, et vous voyez que dans un certain débat technique, plus de la moitié de la population, les Sénégalais sont exclus dans leur immense majorité. Quand vous allez en justice, vous avez un droit latin. Quand vous allez, par exemple, voilà, il y a une bonne partie de la population
qui est exclu de ce droit fondamental qui est le droit à l'information. Les Sénégalais ont besoin de comprendre. Et donc comprendre dans une langue qu'ils ont intégrée, qu'ils ont parlé depuis leur naissance. Et je pense que vous avez parlé tout à l'heure de ARED, ce sont des organisations à soutenir. Je pense à l'OSAD de Mme Aram Fall Diop et donc d'autres organisations qui travaillent sur le terrain sur la question linguistique. La question linguistique est très importante. Elle est importante en ce sens que la langue est comme une sorte de langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Parce qu'on peut utiliser la langue pour construire une information, pour faire une propagande au sens de Edward Bernays, une sorte de fabrique de l'information pour ne pas dire aux gens la vérité. Hein? La vérité est une valeur cardinale. Il faut se battre pour que les gens aient la bonne information. Et la bonne information passe aussi par nos langues nationales. Absolument. Par nos langues nationales. Et donc, il ne faut pas s'étonner que France RFI vienne nous parler poulard et autres. Travaillons avec ceux qui sont à la base pour faire émerger et encore une fois, cette richesse. Sans le soutien des gouvernants, malheureusement, parce que moi je leur reconnais leur importance, mais malheureusement, ils ont jusqu'à présent raté ce coche-là. Mais ici au Sénégal, et mettons dans la sous-région, dans les années 90, on a vu avec justement la suite du nomique, on a vu l'émergence des radios indépendantes. Et qui font des langues nationales. Exactement, mais ça a été un effort des radios elles-mêmes, leurs propres initiatives avec peu de moyens. Les radios communautaires, même chose. Et à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir un cadre politique, une politique publique qui va mettre ensemble des initiatives, des efforts et des ressources construites par ces radios, la capacité, tout le travail sémantique qui a été fait de manière empirique. Je pense à des gens comme Ndiaye Diop, qui est devenu un monument, comment il s'appelle, Maoura Faye et d'autres, qui ont fait un travail admirable. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut les mettre avec des organisations comme ARED, qui, elles, travaillent sur un plan plus scientifique pour aider à mieux codifier et pour le mettre en réel et faire le lien avec justement l'éducation nationale, et qu'à un moment donné, tout ça puisse lever de manière plus organisée dans la bataille du développement. Et d'ailleurs, vous savez, quand on parle des GAFA, et au fond des risques, les menaces qui nous interpellent, c'est la face sombre de la mondialisation. Bon. Et dans la face sombre de la mondialisation, il y a la perte des identités, la diversité culturelle, linguistique, botanique, toutes les diversités. Et aujourd'hui, parmi les mécanismes les moins chers, mais les plus efficaces de résistance à cette perte-là, encore une fois, il y a les communautés qui ne sont pas alphabétisées et qui ne reçoivent pas cette information des GAFA et qui donc sont un peu comme une espèce de vallée des innocents et donc sont un bassin de résistance sans grand effort. Mais encore une fois, stratégiquement, est-ce que les gouvernants peuvent mobiliser ces ressources? Ça tombe bien, on parle de langue. Nous sommes dans Wolof bi. Ça nous permet de wax nomique bi Amadou Matam bo doon wax tay dañuy fété ci Sénégal manam 100 ans ñu ko ñaanal Yalla may ko guddu fan am na liggéey bu mu def bu bari ci nomique bi buñ ko mengalé ak lu ñuy dund légui ci suñu askan wi nak lañuy mëna faram faccé nomique bi waaw nomique bi ñi nga xamné ñoko sajj dafa deppok li wala fi naan mag mat na bayyi ci réew té Amadou Makhtar Mbow suñu kilifa la go xamné xéxal nañu ca xeexukaay ya laata ñuy agsi mooy li wala fi naan bu ñay di xàll babal doom yaa tax c'est pour le confort des éléphantaux que l'éléphant élague les buissons et donc ñun suñu wàllu bopp Sénégal dañu war a delluwaat toog waxtaan xoolaat suñu bopp léegi Safi lii mu ngi wax ci affaire rajo communautaire yi mu ngi wax ci leneen ak leneen ak leneen il faut que ñu bàyyi ñun waa Sénégal dañu war a bàyyi faw ñu bàyyi nekk ci kilifteefu américain yi wala ci kilifteefu chinois yi ñun ñoo gën a yàgg ci àdduna bi ñun ñooy fii la nit njëkk a juddoo kon tey jii bu ñuy dëkkale naan nous sommes le tombeau de l'humanité ndax ay guerre ak yeneen yu ñuy indil ci presse bi duñu ko woon loolu dañ koy jël teg ko fële ndax loolu lu ñu tànn la wan ñu pour soofantal ñu léegi ñun nit ku ne da nga war a fonk sa aada nit ku nekk da nga war a fonk say mbaax
te loolu dafa di loo xam ne yàlla may nañu ay mag ñoo xam ne ñu mel ni góor gi Amadou Mahtar Mbow bàyyi fi ndono loo xam ne yàlla na yàlla guddal fanam bàyyi fi ndono loo xam ne ñun mën nañ ci sukkandiku ngir mën a dooleel lépp lu ñuy wax communication lépp lu ñuy wax rajo ak lu ñuy wax sax développement ndax culture ñi ngi wax ci culture et cetera Léopold Sédar Senghor moo naan la culture est l'alpha et l'oméga de toute politique donc culture moom ci la lépp di tàmbalee te ci lay mujjee kon war nañu taxaw gën a xoolaat suñu bopp lëkkaloo te bàyyi parloo bi Mali mauritanien kii gambien la et cetera boo demee Gambie fekk fa ay saalum donc il faut que ñu cloison yooyu nga xam ne moom la ñu teg tàppaat yi nga xam ne moom la ñu teg moom la ñuy daaneel dajeek africains yi ñu toog jéem a xool nan la ñu mën a doolelee suñu continent nan la ñu mën a liggéeyee Europe ba mu organisé woo dajaloo dafa yàgg Amérique latine def nañu seen organisation dajaloo africains yi seen bopp il faut que ñu bàyyi ñu naan kii francophone la wala kii anglophone la déedéet ñun ñëpp ñoo bokk benn gox bu ñu dëkk ñoo bokk benn maam nañu dajaloo boole suñu doole xool nan la ñu mën a taxawee képp ku fiy dugg ñu xam nan la ñu mën a traité ak yow égal à égal dañuy doon suñu ay naataangoo waaye ñun duñu doon seeni surga ñoom suñuy nawle lañu ñun duñu seeni surga bu ñu ñëwee fi war a am lu ñuy doxal dañu war a toog ci autour d'une table waxtaan ku ne xool lan nga mën a préserver comme intérêt yi forcément ils sont pas convergents mais fexeel rek ba ki nga xam ne GAFA bi day dugg buy dugg aussi na ci Sénégal gis boppam bu baax a baax a baax loolu valable na ci pétrole bi valable na ci gaz bi valable na ci leneen ak leneen ak leneen. Safi Monique bi naka lañ ko war a tënkee les 40 ans après dafa mel ni ba léegi dafa am actualité. dëgg la li Daouda wax léegi suñu papa Amadou Mahtar Mbow yàlla na ko fi yàlla bay lu yàgg ànd ak wér te ñu koy gërëm di ko sant te yàlla may ko moom tam mu gis ne ñun li mu ñu sant li mu ñu sas ñu ngi ciy dox te man li ma ciy jàpp lii Daouda wax man du ma ci teg dara mais am na leneen lu ma bëgg a wax nomique bi lu mu ñu won mooy li ñu mag ñi doon wax dañu bañ a nekk ñu réer bu amee ku jógee ci biti ñëw ne ñun ay ñu réer lañu ay ñu ñàkk lañu fii dara nekk fi lu dul ndóol xamuñu dara xamuñu lu dul lu ñoo jàngal ba ñu gëmoon ko boobu temps colonisation esclavage ba colonisation ba yàlla def ñu xeex ko ba moom suñu bopp mais balaa nga mën a moom sa bopp dëgg tigi nga xam yow yaay kan nga xam loo mënal sa bopp loo mën a may keneen nga xam looy won sa doom te moo fi des média yi xam nga bu ñuy wax waxu nomique mën na lu bëri waaye nañu wax rek ci waxu média yi rajo yi télévision yi instant yi sax fi mu ne nii rajo communautaire yaa ngi fi télévision yaa ngi def ay programme ci wolof ci pulaar ak leneen ak suñu làkk yëpp te ma koy rafetlu bu baax a baax ñu ñëpp te waaye ba tey ma koy xeeb des na te des bi ci ñi ñu jiite ci ñoom la desee parce que ñiy def ñu ngi def ak seen tuuti li ñu am waaye buñ leen jàppale woon def ko politique publique ne leen jaar leen nii ñu jàppale leen jox leen xaalis bi jàngale leen ba ngeen gën a mën dina am li muy jur dina ëpp fii te ñun ñu bañ a jàpp ne suñu bopp ay ñu réer lañu ñu bañ a réer ndaxte adduna bi dox na xam-xam dox na yokku na war nañu gën a xam gën ko mën a faram-fàcce ci suñuy làkk gën a mën a jàngal suñuy doom yi wan leen yoon bi ñu dugg ci àddina bu bees bi fekk ñu xam ñoom ñooy kan loolu nomique bi loolu la ñuy jàngal waaw. mais bu ñu demee ba gis ñi nekk bitim réew ñëw di defar seeni programme suñu kalaama bopp ñun. loolu problème la. te ñoom ñëwuñu pour lu neex suñu bët. dafa am lu ñu wut. waaw dafa am lu ñu wut bu ñu réeree mbir ne nit ñi ñëwuñu fi rek ngir am yërmande wala xol bu baax ak bëgg Afrique du ma ne dañoo bañ Afrique waaye ñoom seeni soxla la ñuy jaamu seeni njariñ la ñuy jaamu seeni soxla la ñuy jaamu kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi dëkk réew mi te amuñu feneen fudul Sénégal amuñu feneen fudul Afrique lépp lu ñu nit war a ñëw di ko lijjanti ci ñun donte le day wax li ñuy wax
làkk yi ñuy làkk dañu war a toog ak moom saytu bu baax pour xool ba xam ëllëg lan mooy njariñu liñ fi war a bàyyi sunu ay dono kon tey bu fekkee ne wéeru nañu ci li nga xam ne moom la ñoom góor gi Amadou Mahtar Mbow taxawaloon dañuy gën a takku taxaw ngir du jàmmaarloo sax ngir bu ñu toogee ak ñi ñuy liggéeyal bu ñu ñibbee suñu kër ñu am lu ñu fa yóbbu te suñu kër mooy Sénégal ñoom lépp lu ñu fi am dañ koy yóbbu seen dëkk te dara mun leen tere yóbbu seen dëkk kon tey jii dafa jot Sénégalais yi yéen ñi nga xam ne yéen a yor média yi ngeen di wax ak Sénégalais yi di leen wax suñu mbokki réew mi ñu leen di wax ku ci ne njariñu Sénégal fan la nekk ku ci ne ñu wax la yow yaay kan ndax émission yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu cosaan am na foo xam ne aussi dañu war a raxe ñu mel ni xeetu njàngu professeur Iba Der Thiam ak borom xam-xam yeneen yi nga xam ne ñu ngi ci rajo yi di wax comme Moustapha Dieng Kuli bu Yëmbal ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooy garant wu tradition yi boo bëggee xam dara tey jii ci Kajoor wala dara boo demee ci Moustapha Dieng bu Yëmbal dana ci wax lu takku du tere it nga dem seeti ji professeur Thioub mu ñëw waxtaanal la aussi li mu xam ak leneen wala nga yër ay téere Bassirou Dieng ak Liliane Keslo liggéey nañ ci ay liggéey yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku te nit boo xamul sa bopp comme ni ko Safi li waxee nit ki boo xamul sa bopp doo mën a dem fenn lu la këf day yomb ndax ngelaw lu romb yóbbu la te mondialisation bi ak yooyu ñuy yëngal yooyu yëpp ngelaw la loo xam ne bu la fekkul nga am ay reen samp ci suuf bu baax a baax daf lay yóbbaale day dem ba nga xam ne bu ñu jëlee sa yére di ko sol am na leneen lu ñu lay toqantala la yoo xam ne mooy tax nga fàtte sa bopp te réew mi bari na fi yu ñu fi bind ñu demee ni doyen Cheikh Hamidou Kane bind nañ fi ay téere yoo xam ne ñi jàng français buñ ko teg woon tey ci wolof wala pulaar ñu jàng ko xoolaat ko bu baax danañu def ndànk ci jaxasoo ak ñeneen ñi nga xam ne mooy nit ñu weex ñi waa tugal ak ñeneen war nañu xool suñu diggante ak ñoom am ay relation yu gën a équilibré te kii nga xam ne moom la ñuy sargal tey ci téeméeri atam yi moom xeex na loolu te nit ñi amuñu leneen lu dul bàyyil fi seeni doom loo xam ne bu ëllëgee si biir duñu sonn yemul ci kër yi rek wala ay immeuble yooyu bàyyil sa doom mais yar moo gën gànjar yar moo gën urus yar moo gën jamaa yoo xam ne dañ koy bàyyi fii ndax boo amul yar buñ la joxee wurus wala jamaa da nga koy sànni ci àll bi kon ñun mënuñu def lu dul delloosiwaat suñu bopp Safi comme ni ñu ko waxee waxtaan dajaloo suñu biir au-delà de nos frontières sénégalais yeeg maliens yeeg mauritaniens yeeg ñëpp dajaloo du ñu naan kii CEDEAO la bokk kii Union Maghreb arabe bu ñu demee gànnaar dañuy gis ne Jëmbat Mbooj sëyoon na ak Mohamed Al Habib buuru Trarza donc rétablir ay relations diplomatiques yoo xam ne diggante yi xajamoon na kon diggante waalo ak gànnaar dara xaju fi léegi Safi waaw nañu tëj waxtaan ak yow ñaar laa ci bëgg a sànni ñaari sax dafa mel ne bokkul yoon waaye yëpp benn la benn bi rek ma may la ci gis nga lii Daouda wax léegi ku nekk na nga fonk sa bopp ba jàngal sa doom loolu la lay doon man yàlla def na tubaab laa jàng français ñëpp école français lu ñu dem mais bi ma amee doom maag sama borom kër dañoo toog ñu ne waa xale bi naka la ñuy def ba bëgg nañu mu làkk tubaab pour gën a mën a dem ci école bi waaye itam bëgg nañ mu xam boppam léegi papaam ne ma papaam di moo ma gën a dégg pulaar fuuf mu ne ma waaye maa la gën a dégg parce que yow teelu nga màggee waaye yàlla def na say waajur jàngal na la pulaar bu sell wóolu naa sa pulaar bàyyi comme yow yaa yendoog moom yow na nga koy làkk pulaar man ma koy làkk français xale bi dem na ba am 5 ans soo koy xam ne man mii nga xam ne dem naa ba maîtrise mu soogee xam ne dégg naa tubaab mu ne maman kon yow dégg nga tubaab ma ne ko wax dégg naa tubaab bon mais loolu li may bëgg a wax ne il faut que ku nekk nga xam ne loolu ci xeex bi la bopp ku nekk fi nga toll mun nga xeex ci xeex bi benn ngoog beneen bi maa ngi fàttaliku kii jëm si yàlla Babacar Touré ñëpp xam nañu Babacar Touré te mu bokk ci ñu sosoon groupe Sud Communication maa ngi fàttaliku kii
yaakaar xaw ma 1993 la woon xaw ma 2000 maa ngi fàtte élection présidentielle yàlla def ñu ñëpp ñu tasaaroo en tant que jeune journaliste ñuy dem di couvrir kii bureau de vote yi ba 18h30 19h ñu daw si dellu si rédaction ñuy def réunion de rédaction pour seet lu am daal. yàlla def ñu toog ma gis benn kii jigéen tubaab bu toog ci benn ruq nii ci salle de rédaction bi ñun bàyyi ñu ko xel parce que daan nañu am ay stagiaires yu jóge fu nekk rek Babacar Touré jóge bureau ñëw fekk ñu salle de rédaction fekk moom daw ñëw ci réunion rédaction yi mu ñëw taxaw làkk ñu wolof ne seen réunion rédaction tey wolof ngeen koy def gis ngeen doomaram bi toog fee ngeen baal ma de mu ne gis nga kii dëkkam fi mu jógee bu ñu njëkkee jot information bi tey balaa ñu koy génne ëllëg dinañu yàq suñu élection kon nañu làkk suñu làkk ñu ndax ñu mën a aar suñu élection xam nga loolu mooy ba léegi ci xam nga gànnaay la ñu wax nekk loolu bu ñu déggul woon wolof kon nuñ ko mën a def bu ñu commencé làkk def suñu réunion wolof kooku mun naa ne daal di jóg dem yoonam ñu dellu ci français parce que boobu moo ñu gënoon yomb mais loolu jàngat la jërë ngeen jëf maa ngi lay gërëm Safili di fàttali téléspectateurs yow da nga nekkoon directrice de rédaction bu groupe Sud Communication nekk tam pendant 7 ans yore AMARC buy gérer rajo communautaire yi te dekk léegi directrice Nexus benn kuréel buy liggéey si mbirum communication di gërëm tamit Daoud Ndiaye nekk professeur science de l'éducation nekk juriste nekk tamit ki nga xamoon Amadou Matar Mbow bu baax liggéey nag moom leen di waxtaan tey di faram-fàccee waxtaan bi ci français ak ci wolof ñu ne gërëm di leen sant ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf